parler un peu de toi, de ton parcours? Ah, de mon parcours. Eh ben, je suis sorti du ventre de ma mère il y a 38 ans. C'était un long parcours. Ça a pris 9 mois apparemment. Non, mais en clair, j'ai commencé moi à 18 ans à faire de l'improvisation théâtrale. Donc j'ai découvert ça. Moi, j'étais le mec le plus timide du monde. Il faut savoir que pendant toute mon enfance, je mesurais tout le collège. J'étais le plus petit du collège. Je mesurais 1,27 m. Et donc j'étais vraiment le mec le plus timide et réservé. Et après, j'ai appris à faire de l'improvisation théâtrale. J'ai trouvé ça cool. Et j'ai continué à faire de l'improvisation théâtrale. Puis au bout d'un moment, quand je suis arrivé à Lyon il y a 8 ans, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire du stand-up. Et donc j'ai commencé à faire du stand-up. J'ai un peu enchaîné les salles. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire mon spectacle. Ça a pris du temps, beaucoup de temps, mais je suis assez content du résultat. Et que je suis très heureuse de te recevoir. Ton spectacle s'intitule donc Pas courageux. Cependant, je pense qu'il faut quand même une sacrée dose de courage pour raconter sa vie sur scène avec autodérision et se livrer sur ses peurs et ses phobies. Exercice que tu fais avec énergie, générosité, tendresse. On plonge avec délice dans des aventures incongrues et loufoques. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les spectateurs qui sont venus te voir. Les avis sont très bons. Courez le voir au Tonton Flingueur les mardis et samedis. Et à partir de juillet, du mercredi au samedi. C'est ça. C'est tout ça. bon? Eh ben ouais, parfait, hein, j'ai rien à dire de plus. Je sais pas s'il faut du courage pour raconter sa vie, il faut surtout une belle dose d'ego. Mais non, ouais, je parle de courage, de phobie, de tout ça, quoi. Donc oui, non, très bien. Tu valides. Alors, avant qu'on parle du spectacle, Yvan, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours? Ah, de mon parcours. Eh ben, je suis sorti du ventre de ma mère il y a 38 ans. C'était un long parcours. Ça a pris 9 mois apparemment. Non, mais en clair, j'ai commencé moi à 18 ans à faire de l'improvisation théâtrale. Donc j'ai découvert ça. Moi, j'étais le mec le plus timide du monde. Il faut savoir que pendant toute mon enfance, je mesurais tout le collège. J'étais le plus petit du collège. Je mesurais 1,27 m. Et donc j'étais vraiment le mec le plus timide et réservé. Et après, j'ai appris à faire de l'improvisation théâtrale. J'ai trouvé ça cool. Et j'ai continué à faire de l'improvisation théâtrale. Puis au bout d'un moment, quand je suis arrivé à Lyon il y a 8 ans, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire du stand-up. Et donc j'ai commencé à faire du stand-up. J'ai un peu enchaîné les salles. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire mon spectacle. Ça a pris du temps, beaucoup de temps, mais je suis assez content du résultat. Et qu'est-ce qui t'a amené à cette envie de stand-up, justement? J'ai tendance à dire que c'est vrai que moi j'ai beaucoup dit à mes amis, ouais, je vais faire du stand-up, un jour je vais lancer mon one man. Et à chaque fois les gens ils me félicitaient et je pense que c'est la pire des choses de dire ce que tu vas faire avant de le faire. Parce que les gens ils te félicitent donc tu te dis, bon, j'ai déjà été félicité donc je le fais pas. Et à un moment j'étais vraiment devenu la personne qui disait qu'elle allait faire un spectacle mais qui le faisait pas. Et donc ça m'a rendu un peu malade. Et à un moment je me suis rendu compte, je me suis rendu à un spectacle au Graines de Star qui est le plus vieux plateau d'humour à Lyon. Et j'ai rencontré un humoriste qui s'appelle Wassim Elfat, très sympa, et qui m'a dit vas-y, monte sur scène, et je suis monté sur scène, et voilà. Mais t'étais pas préparé, du coup, tu es allé. Si, enfin, si, t'as non, pris non, du temps après la rencontre? j'ai écrit, Comme ça, tu es allé. j'ai commencé à écrire quand on commence. Moi, au début, j'avais un peu peur d'avoir la peur de la page blanche. Rapidement, j'ai dû écrire 100 pages de blagues que j'ai jamais lues de ma vie. D'ailleurs, c'était juste tous les trucs qui venaient dans la tête. Et petit à petit, j'ai commencé à structurer pour écrire un sketch. Alors, il faut savoir que 5 minutes de sketch, ça m'a pris, je crois que ça m'a pris 6 mois à peu près. Je pense que les gens ils se rendent pas compte. La dernière fois, j'ai eu une personne sur scène qui m'a fait, dans mon spectacle, qui m'a fait ouais, 20 € de l'heure, c'est cher. Je dis, mais les gens, c'est pas 20 € de l'heure, c'est 20 € pour 5 ans de travail. Voilà, les gens ils se rendent pas compte, je pense, du taf pour faire 1 heure de spectacle. Non, mais tu as tout à fait raison de le souligner parce que, en fait, moi, on me disait que notre métier, en fait, c'est de faire croire que c'est facile ce qu'on fait. Et c'est pourquoi j'imagine que c'est pour ça que les gens ont cet a priori, mais effectivement, il y a beaucoup de travail derrière. Et pour ta part, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais mis 5 ans pour l'écrire. Tu peux nous raconter un peu ton parcours d'écriture? Oh, au début, j'ai juste raconté toutes les merdes que j'avais dans la tête et en essayant de trouver ça marrant. Et petit à petit, j'ai un peu structuré. Donc, j'ai commencé à écrire un sketch, puis un deuxième, puis un troisième. Et au bout d'un moment, après, il y a énormément de temps pour les améliorer aussi, pour les rendre un peu drôles. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, vu que la plupart du temps, quand j'écris des sketchs, j'écris un peu des anecdotes de vie, donc ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je me suis rendu compte que tout était lié à un seul point commun qui était le courage. Et donc, j'ai structuré vraiment le spectacle pour parler de courage. Donc ça parle de tout type de courage, ça parle des peurs, des phobies, de la peur de quitter sa copine, qui est un courage aussi, que j'ai pas beaucoup d'ailleurs. J'ai la peur ça peut être n'importe quoi, même du coup quand j'étais petit aussi, tout ce qui est harcèlement, tout ça.
Donc il y a des thématiques un peu graves entre guillemets, mais que je traite avec légèreté en tout cas. Et voilà. Et du coup, bah, ça a fait un spectacle d'1 heure. Et après, bah, vu que je fais de l'impro depuis longtemps, je voulais intégrer de l'impro dans mon spectacle. Donc il y a toute une partie où c'est vraiment de l'interaction avec le public, mais improvisé. Et vu que moi je suis quelqu'un qui aime pas faire qu'une seule chose, j'ai pas mon spectacle, c'est pas genre qu'une seule thématique. Genre c'est pas que de l'humour noir par exemple. Il va avoir 5 types d'humour différents. Il va y avoir des trucs visuels, des trucs audio, des trucs de l'humour noir, de l'humour un peu politique. J'aime bien toucher à tout, donc mon spectacle c'est un peu. Souvent les gens ils disent ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de trucs différents. Bah voilà, c'est moi. Et comment c'était alors ton premier plateau, si on revient Voilà, au mon départ? premier plateau, mais j'étais stressé de ouf. Alors c'est marrant parce que justement, j'ai toujours dit, c'est pas parce que tu fais de l'impro depuis longtemps qu'en stand-up tu vas être bon, et bah c'était tellement évident. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le stand-up, j'étais avec mon petit micro comme ça en train de trembler. J'arrivais pas à enchaîner 2 mots. Je me souviens, le directeur du théâtre, il m'a dit ouais, toi t'es vraiment nul. Je fais ça. Et voilà, en fait, parler avec un texte c'est compliqué parce que dès que quelqu'un vient de parler, alors là c'est l'enfer, tu te souviens plus de ton texte. Après, réussir à rajouter de la rythmique, rajouter de l'ambiance, tout ça. Et même après, improviser avec le public, c'est pas du tout la même chose que l'improvisation théâtrale. C'est plus en fonction de ce qu'ils disent, quoi. Et donc, ouais, ça a mis énormément de temps avant que je sois à l'aise. Et comment tu diffères là? Tu viens de dire c'est différent l'improvisation avec le public et l'improvisation théâtrale. Qu'est-ce qui change? Bah, l'improvisation théâtrale, c'est tu vas me dire un mot du genre, je sais pas, chaussure. Et je vais te créer une histoire sur un mec qui a perdu sa chaussure et qui essaie de retrouver sa chaussure et qu'au final, peut-être c'est une femme qui l'a pris et il va trouver l'amour grâce à sa chaussure. D'accord, ça c'est l'histoire c'est Cendrillon version à l'envers. Voilà. Et alors que de l'improvisation avec le public, ça va être plus quelqu'un qui va me dire, je sais pas, une personne qui va avoir une posture peut-être, je sais pas, qui va avoir les jambes ultra écartées et puis on va commencer à être, ok mec, t'es vraiment très à l'aise. Est-ce que t'es comme ça partout? Voilà, ça va être vraiment des interactions plus sur soit de la posture, soit sur leur métier, la manière où ils se rencontrent, les questions que tu poses. Moi, je pose plusieurs types de questions. Je pose des questions, par exemple, les accidents bêtes, alors je le pose pas tout le temps, ça dépend des fois, mais les accidents qui te sont arrivés et qui t'ont amené aux urgences. Il y a vraiment des gens qui me racontent des trucs, mais what the fuck, quoi. Et c'est quoi le meilleur what the fuck que t'aurais eu du coup? Là, t'as un exemple comme ça? Alors le meilleur, je sais pas, là il y a une fille, par exemple, quand elle était bébé, il y a sa mère qui a claqué la porte de la voiture, donc c'était une Kangoo. Et il y avait le pied du bébé et du coup il y a son orteil qui a volé. Oh non. Et sa mère elle l'a aussi ébouillanté avec du thé. Enfin bref, j'ai dit ta mère ne t'aime pas en vrai. Et voilà, donc non, il y a des trucs, il y a une femme qui avait été portée pour une soirée étudiante, elle avait été portée par six de ses collègues et en fait ils ont couru avec elle sauf qu'il y avait une table basse et elle s'est pris la table basse voilà, moi ça me fait beaucoup rire mais voilà, quand elle le raconte c'est drôle, ouais, voilà. Si personne n'est blessé, c'est drôle. Ouais, il y a toujours là c'est sur les blessures bêtes. Tout le monde s'en sort. Oui, voilà. C'est-à-dire que là, normalement, s'il y a une personne qui meurt, elle vient pas raconter son histoire. C'est ça l'avantage. Ouais. C'est vrai, ouais. Tu as totalement raison. Et donc, quand même, 5 ans d'écriture, ça a été quoi ton parcours sur l'écriture? La première fois où tu as fait cette première scène et la naissance du spectacle? Qu'est-ce qui a fait que tu as... J'ai vraiment enchaîné déjà les plateaux de stand-up. Alors, il faut savoir qu'à Lyon, quand je suis arrivé, il y en avait très peu. Il y en avait 2, je crois. Et maintenant, ça s'est vraiment développé. Donc, il y en a une trentaine, même 50aine. Moi, j'en organise déjà 4 rien que moi. Et c'est vrai qu'en fait, tu enchaînes les plateaux de stand-up, tu essaies de tester des blagues, tu fais des bides, tu refais des bides, tu fais encore des bides. Et quand tu arrives à plus faire de bides, tu essaies de roder ton sketch. Quand après, tu as un sketch, tu essaies de le créer dans un spectacle. Alors le problème c'est qu'après, même quand tu as 1 heure de spectacle, le plus dur c'est ce qu'on appelle la rythmique. C'est-à-dire que même quand tu as un spectacle avec plein de sketchs qui ont l'air de bien marcher, quand tu les mets ensemble, des fois ça marche pas. Donc moi il y a vraiment, ça après c'est un peu mes connaissances en impro aussi. Il y a vraiment ce côté, j'ai essayé de vraiment penser mon spectacle avec des moments d'interaction, des moments où les gens ils sont juste là à écouter pour que justement il y ait une rythmique qui fait que les gens ont envie de rester jusqu'au bout, quoi. Et ça m'arrive de faire des spectacles alors je fais 1 heure ou 1 heure et demie. Donc quand je fais 1 heure... Ah oui, il y a un gap. En fait, j'ai mon théâtre, je dois faire 1 heure, mais il y a des salles événementielles où je fais 1 heure et demie parce que justement, j'aime bien parler avec les gens. Donc quand on m'arrête, quand on me laisse du temps, je m'arrête plus, quoi. Voilà. Cool. Alors j'aimerais bien voir les 2 versions. Ouais, c'est pas... Il y a la même base, mais il n'y a pas exactement la même chose dedans, ouais. Et donc la demi-heure de plus, c'est donc dans l'improvisation avec... Ça va être de l'impro, il y a un sketch ou 2 en plus de temps en temps. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de mettre, en fait. Ok.
après, ça dépend. Ouais. Du coup, c'est cool parce qu'on peut voir un spectacle différent à chaque fois. Bah, j'ai des gens qui l'ont vu 3 fois parce qu'ils m'ont dit ouais on kiffe ton impro, donc ils reviennent que pour ça. Bon alors c'est 10 minutes du spectacle, donc je leur dis quand même c'est le reste vous connaissez, mais ils aiment bien, donc tant mieux. Et tu as déjà un fan club, donc c'est Un incroyable. fan club, je sais pas si c'est ça ou peut-être qu'ils me draguent et que je suis pas au courant, je ne sais pas. Oula. Et moi, quand j'ai lu tes critiques, il y avait beaucoup de bienveillance. Enfin, les spectateurs écrivent beaucoup que tu es bienveillant dans les interactions. Je suis pas du tout quelqu'un de méchant parce que je suis pas courageux, donc je peux pas être méchant. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se lève, moi je m'assois. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui dit je monte sur scène à ta place, je fais d'accord, moi je m'assois et je me tais, d'accord. Donc ouais non, je suis dans les interactions avec le public, je suis vraiment ultra bienveillant. Je suis pas du tout quelqu'un qui clash à la Redouane Bougaraba ou un truc comme ça. Vraiment, je fais quelques petites blagues vite fait d'humour noir qui peuvent être un peu piquantes, mais dans l'idée, même quand j'interagis avec les gens, c'est toujours dans la gentillesse. Donc personne ne s'est levé et a pris ta place sur scène. Non, c'est jamais arrivé pour l'instant. Pour l'instant, je ne sais pas, peut-être plus tard. Et bien sur cette dernière anecdote, nous avons passé à la première. Nous recevons Yvain pour son spectacle qui s'intitule Pas courageux. Et nous sommes accompagnés de Zoé aux manettes. Et nous venons d'écouter et de Mathilda également. Et nous venons d'écouter Hakuna Matata. Je pense que tous les auditeurs l'auront reconnu et nous étions tous en train de chanter. Merci Yvain d'avoir choisi la version du dessin animé avec le dialogue. C'était un régal. C'est vrai. Alors Yvain, pourquoi tu as choisi cette musique ? Faut savoir que tout mon spectacle est sur les musiques de Disney. Donc toutes les transitions de mon spectacle sont sur les musiques de Disney. Tout simplement parce que moi j'écoute du Disney depuis que je suis enfant et même encore maintenant. Et voilà. Et en fait, il y a plein d'histoires. Toutes les histoires que je raconte dans mon spectacle, au final, se terminent avec une musique qui est en rapport avec une musique de Disney. Donc voilà. Et puis vu que je trouve que ça met dans bonnes vibes, j'adore mettre ça en spectacle. Oui, ça donne tout de suite le sourire. Même quand tu nous as donné la clé, que tu nous as dit que c'était Hakuna Matata, on était déjà waouh. Ouais. Moi c'est important pour moi. Et tu saurais dire quel est ton Disney préféré ? Roi Lion. C'est Roi Lion. D'où Hakuna Matata. Voilà, ouais, un je crois que c'est classique. universel. En même temps, je crois qu'on est de la même génération, du coup. C'est ça, Le peut-être. Roi Lion nous a marqué. C'est possible. Alors, parlons plus en avant du spectacle. Qu'est-ce que ça raconte exactement ? Ma vie, en fait ça parle de ma vie, comme je vous ai dit, ça parle de courage, de phobie, comme je l'ai dit auparavant. En fait, en clair, c'est vraiment des anecdotes de vie qui me sont arrivées et qui sont drôles, en tout cas d'après le public. Parce qu'il m'est arrivé des trucs, donc il y a un peu de tout. C'est-à-dire que déjà je commence en parlant du Nord, parce que je viens du Nord, donc là je parle vraiment sur des clichés du Nord. Bon là ça serait assez classique, mais après je parle de la fois où je suis allé chez l'ostéo avec un caleçon troué, je parle d'une invasion de cafards chez moi, je parle de mes relations amoureuses et de relations toxiques. Je parle de cafetière, mais ça il faut voir pour le comprendre. Je parle de trottinette sauvage, je parle de date, de rencontres. Enfin voilà, c'est très large comme spectacle, mais en tout cas tout est lié au courage et aux phobies, quoi. D'ailleurs, visiblement, la cafetière marque les esprits parce que j'ai lu une Ouais. critique et la cafetière revient à chaque fois. Ouais, c'est un élément important, participatif du spectacle, en clair. Mais bon, en clair, en fait, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux que je diffuse sur êtes-vous tel objet, et là, en clair, on essaie de déterminer si les personnes du public sont des cafetières ou pas. Ok. Alors, tu as dit le mot participatif qui est important. C'est le seul moment du spectacle où c'est participatif ou tu utilises Non, il y en a plein. l'interaction Il y en a plein des moments participatifs. Alors, il y a des moments aussi plus posés, mais il y a des moments vraiment participatifs. J'avais pas envie d'avoir un spectacle où les gens se posent et regardent sans réagir. Donc ouais, non, il y a vraiment des moments participatifs. Après, si les gens veulent pas participer, je m'adresse à quelqu'un d'autre, entre guillemets, s'il y a quelqu'un de trop timide. Mais dans l'idée, ouais, le spectacle est participatif. C'est vraiment, ça rend le spectacle un peu unique, qui peut faire que les gens aussi permettent de, voilà, ils n'ont pas l'impression de voir juste un truc raconté, mais ils ont l'impression de participer aussi au spectacle. C'est pour ça qu'on peut venir 3 fois, même 4 C'est ça, fois, ouais. 5 fois. Et allez-y, je rappelle que c'est le mardi et le samedi au Tonton Flingueur pour l'instant. Et à partir de juillet, ce sera du mercredi au samedi. Ouais, le théâtre est très content en tout cas
du spectacle et donc il m'a proposé de jouer jusqu'à fin d'année. C'est avec plaisir parce que la salle est extraordinaire, elle est super belle. C'est une grande salle, peut-être pas assez connue d'ailleurs, qui est à Hôtel de Ville et vraiment ça mérite de la découvrir parce qu'elle est vraiment sympa. Et comment tu es arrivé au Tonton Flingueur Moi j'ai contacté plein de théâtres pour savoir ceux qui voulaient, qui étaient d'accord pour que je joue. Moi il m'a fait jouer une première fois parce que c'est comme ça que ça marche, quoi. Il veut quand même voir le spectacle, etc. Il était content et depuis il s'est énormément amélioré parce que à force de le jouer, à chaque fois il y a des éléments, je dis tiens je vais tester ça, tiens je vais tester ça. Et au final, voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Je l'ai rencontré au Rideau Rouge, donc il y a Croix-Rousse, le directeur du théâtre. J'avais été voir un spectacle d'humour et j'ai vu qu'il était là, j'ai fait tiens je suis humoriste, je cherche une salle. Et il m'a dit bon envoie-moi un mail et voilà. Dis donc, pour quelqu'un qui se dit pas courageux, c'est courageux de faire ça quand même. Alors moi il y a quand même une base sur mon spectacle, sans spoiler, c'est de dire quand même que même si on n'est pas courageux, l'important dans sa vie c'est de combattre ses peurs pour avancer, quoi. Waouh. Ouais, grosse morale. Allez. Je suis le mec le plus flippé du monde, mais c'est hors de question que mes peurs m'empêchent de vivre. Ouais, Bravo, bravo. on essaye. Et c'est un beau message pour tout le monde. Ouais. Et c'est quoi ta pire peur? Oh, j'en ai dit. Moi, je pense que malgré tout, alors, ça va être assez classique, mais je dirais bon, deux choses. Première chose, les araignées. Vraiment, c'est un truc qui me fait flipper, mais de ouf. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un truc qui me rend dingue. Et je suis terrifié par les araignées. Donc ça, c'est ma pire peur. Après, ma pire peur, c'est alors, je vais pas dire de rater ma vie, mais de ne pas profiter de la vie. Ça, c'est vraiment un truc qui me rend fou aussi. C'est-à-dire que pour moi, je vois trop de gens qui sont dans leur job en mode ouais, ça se passe pas bien, etc. Et voilà. Moi, je me dis vraiment, je peux mourir demain et je veux pas avoir de regrets avant de mourir demain, quoi. C'est vraiment ça ma. Donc ça, c'est vraiment ma pire peur, c'est de pas réussir à profiter de chaque instant. Eh bien, bravo pour ce parcours. C'est gentil. Puisque tu n'as pas fait ça toute ta vie, hein. J'ai lu ta Non, ouais. biographie. Ouais, moi j'ai eu plusieurs vies, je sais pas, j'ai pas non plus 100 ans, mais ouais, j'étais responsable communication avant, donc pour un gros groupe de fleurs, sans le citer, j'ai bossé énormément dans la communication, et en fait, mon job c'était d'intégrer l'humour en communication pour des marques. Et du coup, je l'ai fait, ça a bien marché dans plein de marques, et au bout d'un moment, je me suis dit, oh, bon, en fait, pourquoi pas le faire pour moi, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et qu'est-ce qui t'a permis de te lancer où tu t'es dit, bon, c'est bon, là, La lâche dépression. tout. Ah, moi aussi. Ouais, C'est je pense que ça fait un boost à beaucoup de gens. Non, c'est pour ça que je dis que je suis pas courageux parce que pour moi, j'ai pas quitté mon job pour devenir humoriste. Je me suis senti obligé parce que c'était un peu vital pour moi. Parce que en fait, il y a beaucoup de dépressions qui peuvent partir du fait que t'es pas en comment dire que tu bosses trop. Moi, je dirais pas que c'était ça. C'est plus que je me sentais plus du tout aligné avec ma vie. C'est que j'avais l'impression d'avoir une vie qui n'était pas celle que je voulais. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais en fait, soit je change de vie, soit ça va mal se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai changé de vie complètement. Et ça se passe beaucoup mieux. Donc ouais, je pense que la dépression aide beaucoup à vouloir changer de vie. Ouais. Mais tu prêches une convaincue, parce Ouais. que ça m'est arrivé également. Et ça doit arriver à beaucoup de gens, je pense. Ah mais je pense aussi, ouais. Sauf que c'est assez tabou, donc on en parle. C'est le plus dur, c'est que vraiment, j'essaie de pousser vraiment mes amis à quitter quand ça se passe pas mal, à essayer de trouver quelque chose d'autre. Je leur dis pas de se lancer dans leurs rêves et tout, parce que moi, vraiment, c'est un truc qui m'a fait vraiment flipper. Surtout de pas gagner ma vie, parce que c'est vrai que quand on se lance dans des métiers comme ça, c'est difficile. Mais je les pousse au moins à se dire, arrêtez de croire que. Parce que tout le monde dit, ouais, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Mais si l'herbe n'est pas verte là où t'es, vraiment teste. Tu verras bien si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais elle n'est pas verte là où t'es en fait. Donc sauve-toi en fait, c'est vraiment c'est important, quoi. Et en plus, on n'est pas obligé de faire ça d'un coup, tu peux le faire petit à petit. Ouais, faut le préparer, t'es C'est pas obligé de le. À part si vraiment ça devient vital, mais en tout cas, oui, faut se dire aussi. Moi, je suis pas. C'est pas parce que je dis que j'ai l'impression. C'est pas parce que je vis comme si je pourrais mourir demain que je suis là à dire je vis au jour le jour. C'est-à-dire que je vis en me disant quand même que peut-être je vivrai plus longtemps, mais dans l'idée, c'est juste. Moi, je dis tout le temps, les gens, ils ont tendance à faire des projets long terme, mais ils font jamais de projets court terme. Et moi, ça me rend malade d'entendre des gens dire ouais, dans 3 ans, je vais faire ça, dans 5 ans, je vais faire ça. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais demain en fait? C'est ça, c'est important en fait. Les gens, ils ont trop tendance à penser long terme. C'est important de penser long terme, mais penser court terme, quoi. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Et c'est quoi toi ton projet court terme?
Là déjà de faire mes spectacles, mais non, après je vais partir en vacances un petit mois parce que je bosse beaucoup, je bosse jour et nuit parce que je suis aussi comédien et je suis aussi consultant en com et donc là je vais partir en vacances au mois de juin vu que mon théâtre il ferme plus, mais à la base il devait fermer au mois de juin. Donc je pars en Asie pendant un mois, j'étais parti à Bali l'année dernière pendant un mois aussi. Donc ça c'est un beau projet. Et après, d'autres projets, j'ai lancé une marque de vêtements pour les célibataires, j'aimerais bien lancer un jeu de société, je vais lancer un livre de blagues. Enfin, j'ai des idées, j'en ai plein. Après, c'est plus, je sais pas si c'est du temps ou si c'est plus du temps que j'accorde, parce que j'ai aussi des fois envie de juste boire des bières, donc voilà. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est un t-shirt pour célibataire? En fait, c'est des t-shirts où il y a des blagues pour assumer son célibat. Genre, il y a un truc, c'est je suis célibat Einstein, c'est comme célibataire, mais je relativise. Et j'ai plein de suites comme ça, en fait, avec plein de blagues là-dessus. Je suis célibatman, c'est comme célibataire, mais je suis chauve et je souris. Voilà. Et en fait, j'ai lancé cette marque de vêtements et il y a plein de gens qui l'achètent. Bah, plein, non, mais les gens qui l'ont acheté, en tout cas, ils m'ont tous dit ouais, il y a plein de gens qui viennent me voir en disant où est-ce que tu as acheté ton sweat. C'est que moi, je porte le mien, il y a toujours des gens qui viennent me voir. Donc, c'est une marque que je fais pas pour l'argent, mais c'est pour le kiff. Et en tout cas, les gens, ils aiment bien, donc ça fait plaisir. Et est-ce que ces gens sont restés célibataires? Il y en a, oui, peut-être le jour où tu portes plus le sweat, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Mais mon Dieu, que tu as de multiples talents. Je sais pas, je me suis jamais senti comme quelqu'un de talentueux. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je l'ai toujours eu, même quand j'étais directeur de la communication, j'ai toujours eu ce syndrome. Et en même temps, je me dis, c'est bien parce que ça me pousse un peu vers l'avant. C'est-à-dire que je pense que le syndrome de l'imposteur, ça a des points négatifs parce que tu as l'impression d'être jamais bon. Et en même temps, ça te pousse toujours un peu à faire mieux. Des fois, ça peut être fatigant parce que tu as toujours l'impression que ouais, c'est pas bien ce que tu fais, il faut faire mieux. Mais en même temps, ça permet de se remettre en question et de pas toujours dire je suis extraordinaire. Et sur cet aveu, nous allons passer à pour son spectacle qui s'intitule Pas courageux. Ouais, je suis toujours là. Il est toujours là. Et nous avons beaucoup parlé du spectacle et d'improvisation. Et donc nous allons entendre maintenant un petit morceau d'improvisation avec le public issu du spectacle. Est-ce que t'as déjà été poursuivi par un mec en plus qui marche très très vite, tu sais, sur une échasse comme ça? Oh mon Dieu, que faire? Tu m'as juste mis par un croche-pied, il tombe, tu sais. Ah, d'accord. Un clown en échasse? Ah ouais, en plus, donc c'est un double. C'est quoi la fin du truc? Moi je veux savoir, c'est ce qui t'a attrapé comme ça et puis t'a shooté comme un ballon de foot. T'es enfant ou t'es adulte? Ah oui. C'est ton copain qui était moi? Ah ton frère. Ton copain tu le veux pas trop grand, j'imagine pas. Tu es très grand? Ah oui, du coup t'aimes pas trop ton frère. Bref, c'était ça le message caché à la base. La foule, ça va ce soir. C'est l'avantage de ne pas être reconnu, tu vois, t'as fait je vais prendre ce petit là, il n'a pas l'air si drôle que ça, il n'y aura pas trop de gens, ma peur ne va pas trop se déclencher. Ouais, ça va, il n'y a pas grand monde. Ah oui, on repart, en fait, les parcs d'attraction, c'est un traumatisme pour tous les enfants. L'hypocrisie, je trouve magnifique. Non, je rigole. Jamais dans mon spectacle, c'est qu'on appelle une phobie pour ensemble. Est-ce que tu sais ce que c'est anosmophobie? Je vais essayer de vous le faire deviner rapidement. T'as pété? Non, je sens rien. La peur de perdre l'odorat. Anosmophobie. Et c'était donc de l'impro avec le public sur les phobies, c'est ça? C'est ça. En fait, du coup, quand les gens ils viennent me voir en spectacle, à chaque fois, je leur demande en fait avant le spectacle quelles sont leurs phobies. Alors je leur demande de l'écrire sur un petit papier tout simplement parce que je me suis rendu compte que si je demandais en fait à la voix les phobies des gens, ils allaient toujours me dire les araignées. Alors que quand tu commences à poser la question sur un papier et que tu laisses les gens un peu prendre leur temps, ils te racontent des phobies bien plus créatives. Et donc, du coup, Alors quand tu dis phobie créative, qu'est-ce que c'est une phobie créative? Là, par exemple, c'était les gens sur des échasses, tu vois, ça c'est un truc un peu créatif, c'est un truc un peu original par rapport à juste les araignées et le vide. Mais après, j'ai tout, quoi. J'ai eu la peur d'être enterré vivant, j'ai la peur des mains, j'ai la peur des nains, j'ai vraiment des peurs, la peur d'être dans un tube, tu sais pas, la peur de manger des trucs vivants. Enfin là, ça c'est que les phobies d'avant-hier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, j'ai plein de phobies différentes. Et l'intérêt, c'est que moi, justement, j'improvise par rapport aux propositions des gens.
parce que ça raconte aussi des histoires sur eux. Et voilà, j'ai toujours des phobies un peu particulières où je suis là et ça me permet vraiment de discuter avec le public et de faire plus ample connaissance. Donc moi, je kiffe ça. Et en plus, ça me permet aussi de réagir sur mes propres phobies à moi. Comme j'ai dit, j'en ai plein, donc voilà. On retiendra la plus courante. Les tiennes sont pas créatives, tu as les araignées. Si, non, j'ai plein de peurs. J'ai la peur de faire du bruit dans les toilettes. Ça doit être commun. Ouais, Pas mal de personnes. Non, mais j'ai des peurs, j'en ai vraiment. L'avion, après, ça c'est ultra commun, mais je suis paniqué en avion, un truc de malade. Non, en vrai, moi j'ai des phobies assez communes, mais en fait, je pense que j'ai la phobie de tout ce que les gens disent la plupart du temps. Je fais ah, mais moi aussi. Par exemple, les hommes statues. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont la phobie des hommes statues dans la rue, tu sais, les trucs qui sont fixes là, avec des pièces. C'est super flippant, tu passes et d'un coup le gars il fait. Moi j'ai une nouvelle phobie maintenant, c'est la phobie des gens qui m'envoient des photos de leur bébé quand il vient de naître. Ça c'est vraiment une phobie parce que c'est horrible. Je me dis mais pourquoi vous m'envoyez ça? Je n'ai pas envie de voir ça. Envoyez-moi une main si vous voulez, mais pas un bébé qui vient de naître. S'il vous plaît, les seules personnes qui disent que c'est mignon, c'est des faux culs. C'est tout ce que je dirais. Non, voilà. Et tiens, je voulais dire juste la musique de Queen, pourquoi je l'ai mis. Pardon. Non, mais c'est pas grave, je l'ai pas dit, mais c'est parce que c'était important pour moi, parce que j'ai une tante à moi qui nous a quittés il y a un mois, et c'était sa chanson préférée, et c'était important pour moi de lui rendre hommage, donc voilà. Eh bien, si elle nous écoute là-haut. Voilà, c'est comment plomber l'ambiance, et ben voilà, c'est ça. Non, parce que j'ai lu des critiques et son spectacle n'est pas que drôle, il y a aussi de l'émotion dedans. J'essaie de. Je voulais pas que ça soit. En fait, je voulais faire passer des messages, mais j'avais pas envie de faire passer des messages de choses je dirais pas qui me concernent pas, mais en tout cas sur lesquelles je suis pas actif. C'est-à-dire que j'avais pas envie de parler obligatoirement d'écologie parce que je suis pas le roi de l'écologie. J'avais pas envie de parler de féminisme parce que pour moi c'est très difficile. Dans mon titre il est marqué je suis féministe, mais c'est juste pour faire la blague, c'est à ma copine de me protéger quand il y a des dangers, c'est ça. Mais je veux dire, je pense que j'ai envie de parler de sujets qui me concernent réellement. Donc je parle de relations toxiques parce que ça j'en ai eu dans ma vie beaucoup. Je parle de phobie parce que j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Je parle de harcèlement parce que c'est quelque chose qui m'a touché. Je parle de politique parce que c'est important pour moi aussi sur certains points. Mais voilà, je parle plus de choses comme ça qui me touchent et sur lesquelles en tout cas j'ai des choses à raconter. Et allez-y pour connaître toute la vie. C'est ça, et pour rigoler surtout, hein, vraiment, vous inquiétez pas, normalement vous rigolez. Donc on a écouté de l'impro. Tu peux nous parler un peu plus de ton histoire avec l'impro? Donc j'ai retenu que c'était le point de départ à ta timidité, ce qui t'a permis de sortir de ta timidité. Et quelle est l'histoire après de l'impro? Alors en vrai c'est une grosse histoire, alors ça va encore être une histoire de mort, parce que j'ai un de mes amis qui est décédé à mes 18 ans dans une école. Et c'était un ami de l'école, et en fait du coup on faisait de l'improvisation à l'époque, et c'est vrai que ça m'a énormément permis de faire le deuil, parce qu'en fait on était tous les étudiants, on était tous à faire de l'improvisation, et en fait on a fait un peu notre deuil grâce à l'improvisation à l'époque, et c'est vrai que ça m'a un peu ancré, et du coup après je me suis dit moi je suis une grosse feignasse. On m'a toujours dit ouais t'as un esprit créatif, est-ce que tu fais de la musique? Jamais de ma vie, c'est hors de question. J'ai déjà essayé de faire de la guitare, j'ai mal aux doigts et c'est trop long à apprendre. Et l'improvisation du coup le fait de pas devoir apprendre de texte et de juste devoir parler, j'ai trouvé ça très très bien. Donc j'ai commencé comme ça. Au début on commence par des matchs d'impro, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est souvent 6 personnes de chaque côté qui improvisent ensemble pour faire une seule histoire. Et moi, petit à petit, j'ai développé ça. Après, j'ai commencé à faire j'ai commencé à créer ma troupe d'improvisation. Puis j'ai commencé à faire des spectacles. Donc maintenant, je suis dans une troupe à Lyon qui s'appelle Improfusion. Et on fait des spectacles toutes les semaines à Lyon dans plein de salles différentes. Le Chalala, la Boulangerie du Prado, l'Antidote, bref. Et on fait du format long. Donc c'est une seule impro d'1 heure. C'est-à-dire qu'on demande des éléments au public au début. Et après, on improvise vraiment. En fait, c'est vraiment, vu que ça dure 1 heure et que c'est une seule improvisation, c'est vraiment plus un métier de comédien. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste à faire des petites blagues, on essaie vraiment de créer des histoires. Et vu que moi je suis aussi comédien, j'essaie de faire aussi que ce soit des courts-métrages, des publicités, etc. C'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Et donc dans vos longues formes, vous avez un format de base, un canevas? On a 6 formats différents. Il y a un format qui est l'impro, donc vous êtes le héros, qui est une impro, donc on improvise en fonction de l'histoire de quelqu'un nous raconte une histoire, on improvise dessus. On a The Place to Be, qui est une improvisation plus orientée sur les pièces. On a Ghost, qui est une improvisation avec un fantôme qui représente un problème de la personne, entre guillemets, voilà. Voilà, on a différents formats qu'on joue assez régulièrement. Et vous êtes combien quand vous jouez les longues 4 formes? sur scène. 4, ouais. chaque fois.
Ouais, 4 sur scène, une personne à la technique et après il y a des personnes qui font de l'accueil ou des choses comme ça. Ok. Et je cherche pour compenser parce que d'habitude on est deux. Ah d'accord. Non mais après. Pardon, tu devrais. Non mais après, comme je disais, hein, vraiment l'improvisation pour moi c'est super important parce que ça fait vraiment partie de mon ADN. Le stand-up, souvent on me dit ouais, t'en as pas marre de répéter toujours la même chose. Parce que vraiment pour le coup, c'est vrai que tu répètes quand même souvent le même texte. Après, bah, justement, vu que j'ai cette dimension improvisation, moi c'est ce qui me permet aussi de pouvoir prendre du plaisir à chaque fois que je joue sur scène parce qu'il y a toujours des choses un peu uniques qui se passent. Voilà, et je suis content de faire mon spectacle. Maintenant, le but c'est aussi de le jouer un maximum. Donc là, je vais le jouer au Tonton Flingueur, donc je suis très content pendant longtemps. Et après, bah, le plus dur, c'est de trouver des théâtres. Parce qu'il y a plein de théâtres qui te répondent pas. Ou voilà, c'est un peu le dur métier d'humoriste, j'ai envie de dire, c'est de faire connaître le spectacle. Comme je dis tout le temps, tu peux avoir le meilleur spectacle du monde, si tu n'arrives pas à le faire connaître, c'est le plus compliqué. Et c'est pour ça que bah, je fais beaucoup de com sur les réseaux sociaux. Tu as dû voir du coup. Ah, bah tu peux nous donner ton Instagram? Ouais, bah, sur Facebook, je crois que c'est pareil, c'est Yvain Humoriste. Et je fais une vidéo par jour, comme je dis tout le temps, soit elle est drôle, soit elle existe. Et je fais un peu de tout, donc je fais des blagues, réactions à l'actualité, je fais des vidéos d'improvisation, je fais des interviews d'humoristes maintenant. Enfin, j'essaie vraiment de mixer plein de choses, je bosse pas mal sur les vidéos parce que j'essaie en tout cas de développer vraiment cette partie-là. Et voilà. Et t'as un format d'interview, tu fais l'interview qui fait peur, Ouais, c'est ça? bah en fait je voulais vraiment faire des interviews en rapport avec mon spectacle. Du coup je fais des interviews avec des humoristes sur leurs phobies et sur leurs peurs. Donc je pose vraiment des questions sur les peurs, les phobies, les cauchemars, est-ce que leur film d'horreur préféré, les trucs comme ça. Bon, j'ai un petit problème avec Instagram parce qu'à chaque fois que je diffuse le live, il me rajoute un cheveu sur la langue. Du coup pendant tout le live à la fin je parle avec un cheveu sur la langue, ce qui m'énerve. Donc j'ai essayé de trouver une solution mais j'ai pas encore trouvé de solution. Donc, voilà. Eh bien, si les techniciens nous écoutent. Mais je n'ai pas de cheveux sur la langue à la base, je tiens à le préciser. Et donc tu les diffuses sur Instagram? Ouais, ou il y sur a Instagram et une plateforme où on peut les retrouver? Bah, j'ai créé, j'ai mis en ligne le premier en podcast sur les différentes plateformes. Mais vu que la qualité est pas ouf, vu que bah, c'est filmé avec les téléphones sur Instagram, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'un jour j'achèterai des micros pour le faire directement chez moi, mais ça nécessite qu'il faut faire déplacer les gens, avoir un truc d'enregistrement, et vous savez comme c'est galère. Bref, j'aimerais bien organiser des podcasts beaucoup plus importants avec des humoristes, des interviews vraiment pendant 30 minutes. Peut-être un jour je le ferai, mais il faut du matériel et ça coûte cher. Et bien pareil, si des gens nous écoutent Ouais. et qu'ils ont des dons de matériel à faire, allez-y. Et je voulais revenir sur l'impro. Donc tu utilises l'impro dans ton spectacle et est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties en impro justement et que tu as gardées tout au long du spectacle? Bah, de base, quand je fais des impros sur des blagues et que des fois bah, ça se passe bien, ça fait rire les gens, je la reteste pour voir si ça refonctionne. Après, faut savoir que l'humour, c'est quand même. C'est vrai que les gens ils pensent que vraiment il y a beaucoup d'impro et au final, bah, moi il y a de l'impro sur des parties très spécifiques. Mais sinon, il y a plein de trucs aussi où c'est vraiment figé parce que, en fait, une blague, surtout dans un spectacle, ça se travaille. C'est-à-dire qu'il y a une rythmique, il y a des intonations de voix, des fois, il y a des gestuels, enfin, il y a plein de choses à travailler. Donc c'est très carré. En fait, les gens ils pensent que les gens ils sont un peu comme ça, la main dans la poche. Alors qu'en fait non. Les gens souvent, quand on travaille un spectacle, faut savoir qu'il y a vraiment des choses où les gens ils travaillent la gestuelle, la manière de parler, la manière des fois, est-ce que tu parles plus vite, est-ce que tu parles moins vite, comment ça change les choses. C'est pour ça que des fois, par exemple, il y a un public qui va rire à un mauvais moment ou il va parler à un mauvais moment et ça va niquer la blague parce qu'au final ça casse le rythme et les gens derrière. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire au public que quand on leur parle, il faut qu'ils parlent, mais quand on leur parle pas, évitez de parler, sinon ça peut niquer une blague, quoi. Et comment tu fais du coup pour travailler tout ça Les plateaux, principalement les plateaux. Moi, je passe ma vie sur des plateaux à Lyon, des plateaux d'humour. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les plateaux d'humoristes, c'est plusieurs humoristes. Il y a 5 humoristes la plupart du temps qui jouent une partie de leur spectacle ou des sketchs pour faire connaître leur spectacle, mais aussi pour tester des nouveaux trucs. Moi, j'adore tester des nouveaux sketchs. Je dois avoir genre 5 sketchs que j'ai écrits qui ne sont pas dans mon spectacle, bah, même plus, hein,
peut-être 20, mais 5 nouveaux sketchs que j'ai écrits qui sont pas dans mon spectacle et que j'aime beaucoup, mais que j'ai écrit. Là, j'ai écrit un truc sur les clichés des Parisiens, j'ai écrit un truc sur les dick pics. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des photos de zizi. Voilà, mais faut voir. Là, pour le coup, c'est un truc un peu féministe, pas fait exprès, mais voilà. Mais voilà, j'aime bien écrire un peu des nouveaux sketchs à chaque fois parce que je déteste m'enfermer un peu. J'adore essayer de booster ma créativité, quoi. Et Toujours là. Je ne suis pas parti en m'enfuyant parce que j'avais trop peur de répondre aux questions. je ne suis donc pas si effrayante que ça. Ça va, on m'a dit pire. Non, je rigole. Qui t'avait dit pire? Non, je rigole. Alors, on parlait des plateaux juste avant. Tu peux nous parler un peu de ce que tu organises? Ouais, alors moi j'organise des plateaux du coup avec des humoristes tout simplement parce que pour moi c'était important d'organiser des plateaux parce que ça permet aussi en tant qu'humoriste de rencontrer des nouveaux humoristes et ça c'est super important pour moi de rencontrer des nouveaux humoristes parce que ça permet de faire connaissance aussi avec des gens de Paris, de Lyon, de les connaître un peu plus, ça me permet aussi de tester des sketchs parce que vraiment organiser des sketchs jouer dans des plateaux, souvent les places sont pas obligatoirement tous disponibles parce qu'il y a beaucoup d'humoristes maintenant. Donc le fait d'en organiser moi-même, ça me permet de tester des sketchs sans que personne ne me dise rien. En clair, je peux faire ce que je veux. Ça me permet aussi de gagner ma vie un peu parce que voilà, ça me permet aussi de gagner de l'argent. Souvent c'est au chapeau, mais ça permet quand même de gagner de l'argent. J'organise aussi des plateaux pour des marques. Donc j'ai organisé un plateau pour une marque de biscuits bretons à Rennes avec des humoristes bretons et ça s'est super bien passé. Et voilà, et donc à Lyon, j'ai le repère de la comédie où j'organise un plateau tous les mois. J'ai le M-Rock à Villeurbanne, donc c'est une salle d'escalade où on fait des plateaux d'humour. J'ai le Bureau Clock. Comment on fait des plateaux d'humour dans une salle d'escalade? Il y a une sorte d'endroit un peu restaurant, mais du coup c'est là où on organise des plateaux. Ça se passe bien, à part que ça sent les pieds, quoi. C'est juste. Après, il y a le Bureau Clock qui est notre. Bon, voilà. Et il y avait à Beaulieu, pour l'instant, je le fais plus, mais ça va peut-être revenir en septembre. J'organise pas mal de plateaux, j'aime bien ça. Et tu joues à chaque fois, du coup, dans tes plateaux? Ouais, je joue à chaque fois, je teste toujours des trucs. Là, j'ai testé des nouvelles blagues la dernière fois, j'étais content. Après, je sais C'était des que. blagues sur quoi? C'était sur Paris, c'est un sketch sur Paris que je suis en train d'écrire. Ah oui, c'est sur sur les clichés de Paris, mais il y a encore du taf, hein, mais il a bien marché, mais il y a encore beaucoup de boulot. Après, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur la parité en plateau. Moi, j'essaie d'avoir principalement de la parité. J'aime pas trop le concept de parité de base dans les plateaux parce que pour moi, on prend pas quelqu'un parce que c'est une femme, on prend quelqu'un parce qu'elle est drôle. D'accord. Donc des fois je prends plus de femmes que d'hommes parce qu'il y a plus de femmes drôles et des fois je prends plus d'hommes que de femmes parce qu'il y a plus d'hommes drôles qui me proposent. Après il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup moins de femmes que d'hommes en humour sur Lyon. Donc c'est beaucoup plus difficile entre guillemets de trouver des femmes. Mais là-dessus, moi le principal c'est, moi j'ai plein de plateaux et je fais venir tout le monde. Tant que la personne est drôle, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que j'ai déjà vu des fois des personnes qui bident à chaque fois que je les vois. Tu fais peut-être continuer à travailler sur des plateaux un peu plus petits parce que c'est vrai que moi c'est souvent dans des théâtres, dans des grandes salles. Mais vaut d'abord en fait, il y a des gens ils veulent aller trop vite. Il y a des gens ils se lancent en humour au bout de 3 semaines presque ils ont un spectacle. C'est bien de prendre son temps, de se dire de vraiment au lieu de vouloir faire 15 minutes en 5 minutes, fais 5 minutes en 6 mois et tu verras, ça ira mieux, quoi. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une vraie technique, il y a du travail. Il y a du travail. Ouais, les gens ils ont trop tendance à croire que humoriste c'est vraiment juste monter sur scène et dire des trucs et en fait ça n'existe pas, quoi. C'est un vrai job, vraiment, pour le coup. On ne naît pas humoriste, on le devient. Et surtout, le pire, c'est les gens qui te disent « Ouais, je suis drôle dans la vraie vie, donc je vais être drôle sur scène. » Parce que c'est pas souvent... Si tu regardes la plupart des humoristes connus, c'est plutôt des gens pas drôles dans la vraie vie. C'est souvent même beaucoup des dépressifs, d'ailleurs. C'est un peu comme les comédiens. C'est souvent des gens qui ont une vision de la vie un peu particulière, qui leur permet de raconter des choses parfois pas drôles, mais qui deviennent drôles. Mais il n'y a pas des gens très drôles tout le temps. Il y en a, hein, mais c'est quand même beaucoup plus rare au final. Oui, tu as totalement raison, j'ai déjà entendu ça. C'est vrai. Tu sais, des gens, moi je donne des cours à des enfants de théâtre et souvent les parents ils sont là, mon enfant est génial, à la maison je lui fais faire du théâtre parce qu'il va être drôle et c'est pas nécessairement En improvisation c'est pareil, un soir il y a des gens qui viennent me voir en disant ouais moi je pourrais jamais faire d'impro, je suis timide. En improvisation il y a les grandes gueules et il y a les gens timides et pour moi les deux peuvent improviser. Ça va pas être le même style d'improvisation parce que l'improvisation c'est aussi des fois se taire
et juste écouter ce qui se passe et parfois même rien dire et juste réagir à ce que les gens font. Et souvent les gens en grande gueule, ils ont tendance à trop se mettre en avant et pas obligatoirement écouter en fait, parce que l'improvisation c'est vraiment de l'écoute. Si tu n'écoutes pas ce qui se passe autour de toi, tu peux pas improviser. Donc tout le monde peut improviser et ça je le dis, personne ne peut ne pas improviser, c'est pas possible même si tu es timide. Et justement il y a plein de gens timides qui font de l'improvisation pour améliorer leur timidité. Et le stand-up c'est pareil, même si tu es timide, c'est juste qu'il faut combattre ta peur et puis quand tu combats ta peur, après ça se passe mieux. T'es un super héros des mots. Ouais, Du coup. c'est ça. Et alors, tu as parlé de naissance tout à l'heure. Comment ta famille a pris ce virage de communicant à humoriste? Dans l'idée, mes parents, en fait, quand je leur ai dit que je voulais devenir humoriste, ils m'ont plutôt soutenu. Non, c'est pas plutôt, d'ailleurs, ils m'ont soutenu. Eux, ce qui leur fait peur, en fait, mes parents ont dépensé 30 000 € dans une école de commerce pour moi. Donc, quand je leur ai dit que je voulais devenir humoriste, ils ont dit ouais, tu te fous un peu de notre gueule, hein, clairement. Mais en même temps, j'avais atteint un peu le maximum dans mon job, c'était responsable com et tout. Et pour autant, j'étais pas le plus heureux du monde. Donc voilà, je leur ai dit écoutez, je suis malheureux. Est-ce que vraiment vous voulez que votre enfant soit malheureux toute votre vie? Et ils ont dit non. Donc ils m'ont laissé faire. Et ils étaient très inquiets. Ils le sont encore d'ailleurs parce qu'il y a des moments, il y a des hauts et des bas. Des fois on n'a pas de public ou des fois ça se passe mal ou il y a plein de choses. Mais en même temps, ils savent que je me retrouve plus dans ça. Donc voilà, je suis content. J'ai joué. Ils sont venus voir pour ma première. Et ils sont revenus me voir là quand j'ai joué à Lille, vu que je viens du Nord. Et voilà, je suis assez content. En tout cas, j'ai vraiment toujours eu du soutien de ma famille, etc. Et je sais qu'il y a plein d'humoristes dont c'est pas le cas. Donc moi là-dessus, j'ai une famille très cool. Donc j'ai rien à leur reprocher. Et j'ai lu dans tes commentaires aussi, tu as tes cousins qui sont venus te voir. Ouais. Oui. J'ai des cousins, j'ai un peu de j'ai mes meilleurs amis qui sont venus là à Lille. En fait, pour moi les amis et la famille, c'est le pire public. C'est vraiment pas un public qu'on a envie d'avoir en fait. Parce que c'est des gens qui te connaissent déjà. Soit ils connaissent tes anecdotes, soit ils connaissent comment tu es. Ils savent quand tu dis des choses. Bref, ils rigolent pas. Ouais. En fait, c'est pas naturel. Même pour l'interaction avec le public, tu peux pas interagir de la même manière avec quelqu'un que tu connais qu'avec quelqu'un que tu connais pas. Et souvent, ça isole un peu. C'est-à-dire quand tu parles à quelqu'un que tu connais, le public se sent un peu isolé, exclu. Donc, je suis très content de jouer devant des gens que je connais pas. Je préfère ça d'ailleurs. C'est plus safe pour toi. C'est plus simple, surtout même en termes de rire et tout, c'est plus simple parce que les gens ils te découvrent en fait, c'est pas des gens qui te connaissent déjà. Et j'ai vu qu'il y avait des enfants aussi qui étaient venus voir ton spectacle. Est-ce que c'est un spectacle tout public? Enfin, il y a des gens qui viennent en famille. Alors j'ai eu des enfants, c'est arrivé. En fait, ils aiment bien. En fait, j'ai pas de blagues. Alors j'ai des blagues en dessous de la ceinture, mais il y a rien de graveleux. Il y a de l'humour noir, donc ça les enfants ils comprennent pas parce que c'est de l'humour noir, voilà. Il y a rien de graveleux, donc les enfants, moi, ils viennent me voir en spectacle, soit ils comprennent pas quand c'est vraiment. Il doit y avoir quelques gros mots, je vais pas dire non plus qu'il y a aucun gros mot, il y a des gros mots, d'accord. Mais par contre, ils aiment bien toute la partie justement interaction avec les phobies et tout, parce que ça, souvent quand il y a des enfants, je leur demande leur peur et tout. Et les enfants, en impro, on dit c'est les meilleurs improvisateurs. Les enfants. En fait, je pense que tout le monde est né improvisateur et après on vieillit et puis on a peur et donc on improvise moins. Mais un enfant, c'est un improvisateur de génie, vraiment. C'est la personne qui va te créer des histoires en partant de rien avec ses amis pendant des heures. Donc voilà. Donc jouer devant des enfants, les enfants ils aiment bien mon spectacle. Après, à la base, c'est quand même pas fait pour les enfants. Après, je suis content parce qu'il y a aussi bien des gens de 20 ans que des gens de 65 ans qui viennent voir mon spectacle et les deux, ils m'ont dit qu'ils ont aimé. Donc je pense que vu que mon spectacle il est ultra varié, ils vont tous aimer. Il y a des parties que certains vont aimer, il y a des parties que d'autres vont aimer. Donc j'arrive à toucher tout le monde et ça me fait plaisir. C'est-à-dire que tout le monde aime bien. Ça me va, si je peux toucher un public large, ça me va. Chacun peut y trouver son compte. Et bien écoute, notre émission se termine bientôt. Y a-t-il une dernière chose que tu veux ajouter avant qu'on se quitte? Venez me voir en spectacle si vous avez aimé cette interview. Je suis gentil. Venez. Je confirme, il est gentil. Je sais qu'il fait beau et que c'est très dur quand tu es humoriste de se battre contre le soleil. Parce que le soleil, même s'il n'est pas drôle, il est plus fort que nous. Voilà, on peut mettre la clim si vous voulez la clim, on peut ne pas mettre la clim. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est dur quand tu es humoriste pas connu, entre guillemets, de pousser les gens à venir te voir en spectacle. Mais je suis passé à Tout le monde veut prendre sa place, vous m'avez peut-être vu. Si vous ne m'avez pas vu, en tout cas, j'étais un mec qui faisait des blagues à la télé. Mais venez me voir et vous verrez que normalement, vous avez passé un bon moment.